chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir en visioconférence M. François Saint-Bonnet, professeur d'histoire du droit à l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Je précise que cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je vous prie une nouvelle fois de bien vouloir nous excuser pour les contretemps qui ont conduit au report de cette audition initialement prévue en décembre. Pour la dernière phase des travaux de notre mission d'information sur la résilience nationale, il nous a semblé important d'engager une réflexion sur l'exercice du pouvoir en temps de crise, en temps de crise grave en particulier, aux différents cadres juridiques prévus dans ces circonstances, qu'ils soient constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi qu'à une mise en perspective historique de l'évolution de ces cadres. Vous êtes l'auteur, entre autres ouvrages, de L'état d'exception, paru aux éditions PUF, et de À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État, paru chez Gallimard. Vos éclairages seront donc précieux pour notre mission d'information, car si la résilience nationale peut nécessiter le recours à des mesures d'exception extrêmement fortes, son horizon est bien la préservation, le rétablissement de l'état de droit et de l'existence plein et entier de la démocratie. Je vous propose, professeur, de commencer par une intervention d'une quinzaine de minutes, et ensuite nous poursuivrons nos échanges sous forme de questions et de réponses. Je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Et puis, j'adresse aussi mes remerciements aux administrateurs de l'Assemblée nationale, avec lesquels j'ai eu des rapports très cordiaux, effectivement, lors de la déconvenue du mois de décembre. Donc, vous êtes évidemment totalement excusés. Ce sont en effet des impondérables, et par définition, un impondérable ne peut pas faire l'objet d'alternatives. Alors, la question que vous posez est une question effectivement très, très lourde et très, très vaste. Je vais essayer d'indiquer ce qui caractérisait la notion de crise et la notion de crise grave dans notre histoire et la nature des crises qui donnaient lieu à la mise en place d'états d'exception, ou en tout cas de législation d'exception, et essayer aussi d'analyser rapidement ce qui caractérise les menaces qui pèsent aujourd'hui, qui me semblent être d'une nature très, très différente, et effectivement la manière d'y répondre qui me semble elle aussi tout à fait différente. Pour le dire rapidement, ce qui caractérise la crise, disons depuis la Révolution française, c'est d'être une crise politique qui peut être de deux natures, la crise internationale, c'est-à-dire le conflit armé, ou la sédition, la rébellion intérieure d'une partie du territoire, d'une ville ou d'un groupe politique. Et on retrouve ici d'ailleurs exactement les deux cas d'ouverture de la mise en œuvre de la grande loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, c'est-à-dire au fond l'invasion étrangère et le franchissement des frontières par des armées ennemies qui conduit à placer sous le régime de l'état de siège les zones qui sont occupées par l'ennemi, ou en tout cas les zones frontières. Et puis l'autre hypothèse, c'est l'insurrection à main armée, donc la sédition, la rébellion violente, et qui consiste dans l'autre modalité de l'état de siège, c'est-à-dire au fond un siège inversé, c'est-à-dire que ce sont les armées françaises qui se mettent à assiéger la ville, et qui vont procéder à un nettoyage systématique de la ville avec des mesures que l'on retrouve d'ailleurs dans l'état d'urgence sécuritaire, c'est-à-dire des mesures de perquisition administrative, des mesures d'assignation à résidence, de fermeture de lieux de réunion, ou encore des mesures de couvre-feu. En réalité, cette technique, c'est une technique que connaissent bien les militaires et un petit peu aussi les pouvoirs civils de maintien de l'ordre. C'est ce qu'on appelle du contrôle de zone, c'est-à-dire qu'on boucle une zone, on nettoie la zone de manière à la rendre le plus vite possible à la légalité normale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux types de crises
eh bien, sont des crises qui, pour le 19e siècle, étaient très limitées spatialement, limitées territorialement, et donc étaient limitées temporellement. C'est-à-dire que la notion de guerre westphalienne, hein, la notion de guerre entre justes ennemis, entre armées constituées, hein, c'est-à-dire la continuation de la politique par d'autres moyens, se faisait sur un temps limité, dans un champ de bataille, où à travers des mesures d'artillerie entre forteresses, dans des zones frontières, et les batailles ne duraient que quelques jours, éventuellement une semaine, mais étaient très limitées dans le temps, et donc on rétablissait la légalité normale très rapidement. De la même manière, lorsque une ville ou le quartier d'une ville était placé en état de siège, ce nettoyage de la zone était extrêmement vif, extrêmement violent, mais le rétablissement de la légalité normale était très, très rapide. Les exemples que nous avons pendant la Révolution, à la fin de la Révolution, hein, d'état de siège, ce sont des états de siège qui sont au maximum pour un mois. Hein. Donc on est dans quelque chose de très rapide. Alors, l'évolution au cours du 19e siècle et de la guerre et de la sédition a conduit à ce que cette limitation spatiale et temporelle a été altérée. Alors, si on commence par la guerre, on va prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale, où on va avoir une guerre qui est très longue, et même s'il n'y a qu'un seul front, qui évolue d'ailleurs assez peu au cours de la période, eh bien, c'est l'ensemble du territoire qui est placé sous le régime de l'état de siège, d'ailleurs, en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi. Et puis, pour ce qui concerne les phénomènes d'insurrection, de sédition, on voit apparaître eh bien, des mouvements politiques qui ne sont plus des mouvements politiques qui fonctionnent selon la logique du foyer insurrectionnel, hein, c'est-à-dire de la zone, du quartier d'une ville où on rassemble les armes, on rassemble les outils de la propagande. Et le bon exemple qu'on peut donner à cela, eh bien, c'est la crise de terreur entre 1892 et 1894, la crise donc dite anarchiste, hein, qui concerne toute l'Europe et où on a vraiment une logique. Alors, il n'y avait pas de ce qu'on appelle de loups solitaires, hein, il n'y avait pas de gens, il y avait des gens qui étaient auto-radicalisés, mais qui fonctionnaient quand même en réseau et qui, en revanche, eh bien, étaient disséminés dans la population, hein, ce qui est l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la technique de la taquilla, hein, pour les djihadistes, c'est-à-dire vraiment une logique de dissimulation, et puis avec un passage à l'acte extrêmement soudain. Et voilà. Donc, fin d'une logique de limitation dans le temps pour la guerre et fin d'une logique de limitation dans l'espace pour la sédition politique. L'autre caractéristique, me semble-t-il, qui est intéressante, c'est que les buts recherchés par ceux qui menacent politiquement sont des buts qui sont plus lointains ou plus incertains. Les guerres du XVIIIe et du XIXe siècle sont des guerres qui cherchent à conquérir quelques territoires, l'Alsace et la Moselle, par exemple, etc. Est-ce qu'on va être dans des logiques d'anéantissement complet d'un pays? On peut imaginer cette logique-là au cours du XXe siècle. La logique qui est celle aussi du mouvement terroriste, hein, du mouvement anarchiste, hein, là encore, c'est de détruire le phénomène de l'organisation étatique, qui est une perspective d'assez long terme. C'est un petit peu comme aujourd'hui, lorsque les djihadistes entendent convertir la totalité du globe en une gigantesque oumma salafiste, c'est une perspective, disons, d'assez long terme et tout à fait incertaine. Donc, lorsqu'on a des buts de guerre qui sont lointains, évidemment, on ne sait pas très bien quand on entre dans la crise et on ne sait pas très bien quand on en sort. Donc, j'en viens rapidement à ce qui me semble être les caractéristiques
des menaces qui sont actuelles. C'est d'abord, effectivement, première caractéristique, la multiplication des menaces. Hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui comme menace de long terme la menace terroriste, on a comme menace de plus court terme ou de moyen terme la menace épidémique, et on a aussi des menaces latentes, hein, que vous avez décrit dans le cahier des charges de la mission d'information, qui peuvent être de nature énergétique, qui peuvent être de nature climatique. On peut imaginer également des crises migratoires qui ne seraient pas maîtrisées, ou des attaques cyber qui pourraient être extrêmement déstabilisatrices. Donc, des attaques qui ne sont pas associées à des buts de guerre, hein, quand il s'agit d'un ennemi, et qui ne sont pas non plus associés à quelque chose dont on voit clairement à la fin, quand on songe à des phénomènes climatiques. On ne voit pas très bien ce qui pourrait être la fin de cela. Et l'autre chose, c'est que ce sont des menaces qui ne sont plus spatialisées. Alors, ça va de soi pour ce que j'ai évoqué à propos du terrorisme, ça va de soi par définition à propos de ce qui concerne l'épidémie. L'épidémie, par définition, n'est pas territorialisée, mais on peut évoquer également le fait que dans l'hypothèse de l'attaque cyber, il n'y a pas facilement de lieu d'attaque identifié ou identifiable, et pas facilement non plus de destination qui soit identifiée ou identifiable. Et voilà. Donc, cette déspatialisation, cette détemporalisation conduit à ce que, au fond, on a du mal à identifier le moment d'entrée dans la crise et encore plus de mal à identifier le moment de la sortie de crise. Et vous vous souvenez certainement, vous étiez récemment élu, le débat au moment de l'adoption de la loi du 30 octobre 2017 qui consistait à sortir de l'état d'urgence pour adopter des dispositions particulières pour la lutte contre le terrorisme. Et il y avait à cette époque un certain nombre de députés, en particulier de l'opposition de droite, qui expliquaient que ça consistait à se désarmer, et d'autres députés de l'opposition de gauche qui considéraient qu'on rentrait dans un état d'exception permanent. Peu importe les positions des uns et des autres, mais on voit bien que la notion de sortie de crise est une notion qui est très difficile, à saisir. Et donc, au fond, s'il n'y a pas de véritable entrée dans la crise et s'il n'y a pas de véritable sortie de crise, eh bien, on a de plus en plus de mal à identifier ce qu'est le moment, la séquence dite état d'urgence. Quel est le moment urgence si quelque chose est en permanence, je dirais, en permanence présent. Et en réalité, ce qui me semble peut-être ce qui pourra être l'objet de nos discussions et de nos conversations dans les minutes qui viennent, c'est qu'au fond, il faut réinventer, et vous avez parfaitement raison de faire une mission d'information sur ce sujet-là, il faut réinventer ce qui apparaît aujourd'hui comme le mot de résilience, en effet, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si on doit être très angoissé par la menace à venir, la question n'est pas de savoir si on doit être rassuré par le fait d'être en état d'urgence ou pas en état d'urgence, ou en législation d'exception ou pas en législation d'exception. En réalité, on a affaire à une préparation à des politiques de long terme, à des politiques publiques, et des politiques publiques pour lesquelles, eh bien, vraisemblablement, et de manière relativement durable, le périmètre de nos libertés devra être plus ou moins restreint, et pour lequel, si on réduit peu les libertés et que les risques demeurent élevés, eh bien, le bon moyen pour la société de résister à cela,
sera d'être résilient. Il y a à peu près 250 Français résidant en France qui sont morts depuis les attentats de janvier 2015, ce qui est épouvantable. Et à partir de 2016, ce sont des attentats qui ne sont pas des attentats de masse. Les attentats de masse ont été déjoués grâce à la DGSI, entre autres. Pendant les 9 mois qu'ont duré la bataille de Verdun, c'était 1100 morts par jour. 1100 morts par jour qui tombaient. 1100 personnes par jour en moyenne. Donc, on avait un niveau de résilience qui était un niveau d'acceptabilité de la fatalité d'un certain nombre de choses qui est très élevé. Donc, je crois que la problématique est la suivante. Soit on a un niveau de résilience relativement ou très bas, et donc les préoccupations de sécurité vont nous conduire à devoir accepter de renoncer à un très très grand nombre de libertés, mais renoncer à des libertés est de nature aussi à créer une autre anxiété. Il n'y a pas que la sécurité physique qui nous occupe, la sécurité juridique aussi nous rassure. Soit on est dans cette logique-là, soit il va falloir accepter que dans un certain nombre de circonstances, nos vies soient insécurisées. On a vécu une période merveilleuse, en gros, disons depuis la Seconde Guerre mondiale, et spécialement après 1989, où on considérait que la menace était lointaine parce que nous étions protégés par notamment la dissuasion nucléaire, parce que nous étions protégés par des opérations extérieures que nous menions à des milliers de kilomètres de la France, et nous pensions qu'en ayant relativement peu de soldats qui s'engageaient, notre sol serait éternellement préservé. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas, notre sol n'était pas préservé, et qu'il ne sera pas non plus préservé des aléas climatiques, il ne sera pas préservé des aléas que vous décrivez dans le cahier des charges de la mission. Donc voilà, je crois effectivement que ces réalités doivent être dites. Je suis quand même de ceux qui pensent que dans un état de droit, le niveau de protection des droits n'est pas invariable. Nous avons vécu jusque dans les années 90 avec, vous savez, dans le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on appelle la théorie du cliquet. C'est-à-dire que plus on avançait et plus le niveau de protection des libertés était élevé, et plus le Conseil constitutionnel s'engageait à ne jamais revenir dessus. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'avec les nouvelles menaces, de manière très régulière, depuis les années 2000, il y a, de manière absolument constante, un recul des libertés, ou pour le dire autrement, une acceptation des motifs légitimes de réduction du périmètre des libertés au nom de la protection d'intérêts jugés supérieurs, et qu'en fait, nous sommes dans un cliquet inversé. Alors, sommes-nous sortis de l'état de droit? Je ne pense pas du tout cela, mais simplement, nous sommes en situation de forte menace. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin pour réduire la liberté? Je ne le crois pas non plus, et c'est la raison pour laquelle je crois que le travail sur l'acceptation ou l'acceptabilité de situations très difficiles en France doit être promu. On l'a vu aujourd'hui lorsqu'on a des attentats qui sont des attentats je dirais, d'intensité moyenne ou petite, low cost, lorsqu'il y a 2 ou 3 morts, évidemment, il y a un moment de consternation, mais la vie continue, la vie reprend. Et peut-être que si on avait de nouveau un attentat assez massif, la séquence de sidération serait plus courte. C'est-à-dire qu'on est plus résilient par rapport à ça. Même si peut-être y aurait-il des forces politiques pour expliquer que l'État ne fait rien, etc., etc. En période électorale, chacun fait de tout bois. Je pense aussi que par rapport à la menace sanitaire, le temps a permis à cette résilience de progresser. Il y a un grand nombre de Français qui trouvent que la vie est très désagréable en ce moment, mais qui prennent sur eux. Voilà.
Simplement, je pense qu'il faut aussi que nous soyons prêts à cette résilience dans les autres domaines que vous avez décrits. Voilà, j'ai un peu parlé à peu près. Voilà. Merci beaucoup, professeur, de cet éclairage. Bon, on a beaucoup de questions à vous poser. Moi, je voudrais revenir sur l'article 16 de la Constitution qui a été invoqué une seule fois lors de la tentative du coup d'État des généraux en Algérie. Moi, je voudrais savoir quel retour on peut en faire maintenant qu'on a suffisamment de recul. Et vous semble-t-il qu'aujourd'hui, le recours au pouvoir exceptionnel de l'article 16 est toujours quelque chose qui pourrait être envisagé, et serait-il suffisant justement à résoudre ou à participer à la résolution d'une crise grave qui affecterait notre territoire? Alors, je voudrais d'abord dire une chose très importante, c'est que pour résoudre des crises, il ne faut pas tant des normes que des hommes et des femmes. Ce que je veux dire, c'est que les crises se résolvent par l'action politique, par l'action de l'administration, par l'action des pouvoirs publics. Et le cadre normatif dans lequel on agit n'est pas ce qui est décisif. Donc, quand on déclare l'état d'urgence, on ne fait rien. On met en place un cadre dans lequel agir. Quand on a recours à l'article 16, en soi, on ne fait rien d'autre que d'ouvrir la possibilité pour le président de la République de légiférer sans les chambres pendant une durée que seul le président de la République, d'ailleurs, malgré la révision du 23 juillet 2008, que seul le président de la République détermine. Donc, je crois qu'il faut déjà se rappeler et sortir de cette idée que le recours à la législation d'exception est une action en soi. C'est un point très important parce que c'est une des difficultés pour lesquelles nous avons eu du mal à sortir de l'état d'urgence. C'est-à-dire que il y avait cette idée, au fond, que si on sortait de l'état d'urgence, on cessait d'agir. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Simplement, les moyens d'action, comme le renseignement, comme la vigilance du PNAT, du Parquet national antiterroriste, etc., faisait qu'on avait des moyens suffisants pour agir en dehors du cadre de l'état d'urgence. Je referme cette parenthèse, mais je voudrais insister quand même sur voilà, le côté performatif du mot urgence ou du mot article 16, mais ça n'est pas parce qu'on déclare un état de guerre, qu'on déclare un état de siège ou un état d'urgence ou un article 16 que l'on a agi. Alors, est-ce que, en cas de crise gravissime, l'article 16 serait plus indiqué ou moins indiqué que le régime de la loi de 1955 ou le régime de la loi de 1849 pour l'état de siège. En réalité, l'article 16 vise des crises de nature qui sont assez fortement connotées Seconde Guerre mondiale, qui concernent donc l'intégrité du territoire national, l'indépendance de la nation, les engagements internationaux ou le fonctionnement des pouvoirs public constitutionnel. Donc, en fait, ce que cela vise, c'est soit une guerre étrangère avec déploiement assez massif, soit un coup d'État ou une insurrection armée intérieure. Alors, une fois qu'on a adopté l'article 16 dans la deuxième hypothèse, dans l'hypothèse dissensuelle, parce qu'a priori, quand on est envahi par un étranger, admettons que nous soyons dans le consensus pour repousser cet étranger. Admettons cela. Mais dans une hypothèse dissensuelle, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il y aurait une partie de la population qui soutiendrait le président de la République, bon, en tout cas une majorité, et une autre partie qui la combattrait, eh bien, l'article 16 peut s'avérer une arme émoussée, une arme sans puissance, c'est-à-dire une arme dont on dirait que le président abuse du pouvoir et se place en situation d'être un dictateur. Et ensuite, cela pose la question de l'obéissance
et du fait que l'ensemble des pouvoirs publics, et en particulier les pouvoirs publics régaliens, pouvoirs publics de sécurité, suivraient ou non le président de la République. Il y a un précédent sur ce point qui est très intéressant, qui sont, alors c'est un peu ancien, mais ça reste très intéressant, qui sont l'adoption des ordonnances du 25 juillet 1830. Le roi Louis, pas du tout, Charles X, avait son article 16, qui était l'article 14 de la charte. En cas de menace sur la sûreté de l'État, il pouvait agir. Il a agi, et 3 jours après, il était dans le bateau pour l'Angleterre. C'est-à-dire que l'abus de ses pouvoirs exceptionnels s'est retourné contre lui. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision excessivement confiante dans ce que serait l'article 16, ni comme arme, parce qu'encore une fois, ça n'est pas un moyen d'action, et ça peut aussi provoquer des réactions qui peuvent être assez massives. Voilà. Il me semble, et ça m'avait été rapporté par un ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et qui ensuite a été garde des Sceaux, je pense que vous retrouverez qui est l'intéressé, que il y avait eu donc l'état d'urgence qui avait été décrété en novembre 2015, et puis après il y avait l'attentat du 14 juillet 2016. Et la question qui se posait, c'est de savoir jusqu'où les Français vont accepter en quelque sorte cette hypothèse-là. Et l'entourage, le gouvernement avait travaillé sur une hypothèse d'article 16, et un article 16 qui aurait été utilisé en réalité pour éviter des phénomènes de justice privée, c'est-à-dire de réaction des populations contre, en particulier, les musulmans, où on se ferait justice à soi-même, c'est-à-dire rentrer dans quelque chose qui était de type assez anarchique. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, peut-être pour poursuivre notre audition. Oui, merci, Monsieur le Président. Professeur, alors merci déjà pour votre propos introductif et puis pour la réponse à cette première question. Effectivement, vous l'avez dit, nous, notre pressentiment, et on espère qu'il est faux, c'est que la crise sanitaire, finalement, pourrait être un premier exemple d'autres crises, on va dire, qui pourraient survenir, auxquelles on pourrait être confronté, qu'elles soient de nature alimentaire, cyber, énergétique. On est tous convaincus, enfin, en tout cas, on pense qu'on a une société qui potentiellement perd en résilience et pour autant qui est de plus en plus dépendante aux technologies, aux flux, et qu'on doit se préparer à tout cela, tout en étant très attaché, bien entendu, à notre état de droit. Et donc, la question finalement qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question sur la continuité du fonctionnement de l'État, notamment dans sa capacité à décider, tout en le faisant dans une certaine sécurité juridique, à mobiliser des moyens dans des conditions, on va dire, tout à fait exceptionnelles. Et effectivement, je trouve que ce qui est déjà intéressant dans les échanges que vous avez eus avec le président, c'est que finalement, plus que la sécurité juridique en tant que telle, il s'agit aussi d'avoir des décisions qui semblent légitimes aux yeux des Français. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous a conduit pendant la crise sanitaire à prendre l'ensemble des mesures pour que le Parlement puisse continuer à fonctionner, pour justement qu'on n'ait pas actionné des articles tels que l'article 16, pour faire en sorte que les décisions émanent d'un débat, même parfois si ces décisions sont prises dans des conditions pas extrêmement confortables pour le Parlement, d'ailleurs, comme le projet de loi qu'on vient de voter, où la commission est convoquée entre Noël et le jour de l'an, où on voit bien qu'il y a des délais extrêmement courts. Alors, moi qui ne suis pas du tout juriste, j'aurais une première question un peu de béotien. C'est finalement sur la manière dont s'organise ce droit d'exception, puisqu'on a une constitution unique. Vous avez parlé de loi particulière de 55, de 1949, mais finalement, cet ensemble législatif normatif des situations de crise, est-ce qu'il se retrouve finalement uniquement dans des lois particulières qui définissent cela, ou est-ce qu'on a parfois des lois, j'allais dire, ordinaires qui elles-mêmes définissent des situations de crise? Finalement, ma question, c'est comment est organisé le droit des situations de crise? Vous posez une question qui est Monsieur le rapporteur, et je vous en remercie. Effectivement, il y a
quelque chose de l'ordre du patchwork, du millefeuille, de la superposition, et en réalité, tout ça est lié à des raisons historiques. Donc, il y a des régimes qui sont des régimes législatifs, mais constitutionnalisés en partie. Je songe à la loi sur l'état de siège, donc de 1849, qui est constitutionnalisée dans l'article 36 de la Constitution. Vous avez un régime de type constitutionnel, qui est donc l'article 16. L'état d'urgence est un régime seulement législatif et qui peut être modifié par une simple loi, et ça a été fait fréquemment dans les lois de prorogation, qui étaient aussi des lois de modification de la loi mère, en quelque sorte. Et il a été question dès 2016 de constitutionnaliser dans l'article 36 la loi sur l'état d'urgence, c'est-à-dire que l'article 36 comporterait l'évocation de l'état de siège qui existe déjà et également de l'état d'urgence. C'est aussi une suggestion qui est faite dans le rapport du Conseil d'État qui a été présenté le 29 septembre dernier sur les états d'urgence, qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est pour, je dirais, le bloc central de ce qui est la législation de crise. On doit ajouter à présent, et c'est ce que feront évidemment tous les auteurs de manuels de droit constitutionnel et droit administratif, la loi du 23 mars 2020 qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Donc ça, ce sont les lois, je dirais, qui relèvent de l'état d'exception. Mais au fond, lorsqu'on raisonne de manière un petit peu plus large, on s'aperçoit que depuis 1986, 35 lois ont été adoptées qui concernent la lutte contre le terrorisme. Et la plupart de ces lois sont des lois pénales qui vont concerner et aménager l'article 421-1 du Code pénal qui définit le régime de l'infraction terroriste. Est-ce qu'on considère que ce sont des législations de crise? Non, ce sont des législations ordinaires, mais qui portent sur un sujet qui est quand même le terrorisme et qui est un sujet qui a trait à la notion de crise. Prenons l'exemple de la loi du 24 juillet 2015. La loi du 24 juillet 2015, donc elle a été adoptée, elle a été préparée avant les attentats de Charlie, elle a été adoptée et ratifiée donc avant les attentats des terrasses et du Bataclan. Donc c'est la loi qui porte sur le renseignement et que vous avez toiletté, modifié un petit peu au cours de l'été. Et cette loi sur le renseignement est une loi qui est une loi ordinaire, mais en réalité, son objet porte là aussi sur le terrorisme. Si on examine une loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ou si on examine une loi de vigilance sanitaire, comment en analyser la nature? Est-ce que c'est une loi d'exception ou est-ce que c'est une loi ordinaire? On va dire que c'est une loi ordinaire parce qu'elle ne comporte pas le mot état de siège, urgence, etc. Elle ne comporte pas le mot exception. Mais en réalité, comme on l'espère tous, c'est une loi qui ne sera pas utilisée et qui va tomber dans les oubliettes très rapidement lorsque eh bien, la crise sanitaire sera derrière nous. Donc en fait, vous posez une question qui est tout à fait redoutable. Il y a, si vous voulez, des lois qui sont adoptées depuis fort longtemps et qui sont très bien installées dans l'ordre juridique, donc la loi 1849, la loi 1955, l'article 16, voilà. Et puis, il y a des lois qui sont des lois de crise adoptées en temps de crise et pour la crise, c'est-à-dire des lois de circonstance. Un très grand nombre ont été adoptés pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, je crois qu'il faut s'habituer à voir coexister des textes d'anticipation avec des textes de réaction. Ce qui me semble une
chose très importante, et c'est une des recommandations faites par la section du rapport et des études du Conseil d'État dans son dernier rapport, eh bien, c'est que il y ait quand même un travail d'anticipation qui soit réalisé par le législateur en temps de calme pour les types de crises auxquelles nous pourrions être confrontés. C'est-à-dire, par exemple, un moment particulièrement éprouvant sur le plan climatique. Hein, c'est-à-dire, oui, une canicule, mais pas une canicule de 15 jours, mais une canicule de 2 mois et demi. Pas une hypothèse inventée, hein, c'est pas une hypothèse absurde. Une attaque cyber, voilà. Et que il y ait un travail qui soit fait par les services de l'État qui sont très compétents sur voilà l'organisation de la nation pendant ces périodes-là, hein, l'organisation de la nation, voilà. Et plus on va anticiper sur des mécanismes d'un côté législatif, mais qui sont aussi des mécanismes tout à fait opérationnels, hein, avec vraiment de la conduite des opérations. On a vu qu'au début de la crise sanitaire, il y avait quelques flottements sur la conduite des opérations. Si on anticipe sur ces deux sujets-là, eh bien, je crois qu'on aura fait franchir un petit pas à la résilience, comme nous l'appelons tous trois de nos voeux. Oui, je vais, excusez-moi, monsieur le rapporteur, je vais passer la parole à madame Carole Bureau-Bonnard, qui souhaiterait intervenir et poser une question à monsieur François Saint-Bonnet. Il faut allumer le micro. Non, bon, apparemment, c'est pas bon. Donc, monsieur le rapporteur, je vous laisse poursuivre l'échange. Très bien. Et donc, je vais juste continuer sur ce point-là. Merci, Monsieur le Président. Finalement, on parlait tout à l'heure des lois qui fixent des conditions d'action particulières dans des crises exceptionnelles qui sont relativement anciennes, certaines qui datent d'après-guerre, avec effectivement, à l'époque, plutôt des crises territorialisées, que ce soit d'invasion étrangère ou de reddition, sédition d'une partie du territoire. Je voulais juste que vous puissiez nous confirmer que ces lois sont bien applicables, j'allais dire, quel que soit le motif, y compris pour les nouveaux risques qu'on peut avoir, que ce soit des risques climatiques ou cyber ou énergétiques. On se dit que si un jour, aujourd'hui, on n'avait plus d'électricité, ne serait-ce que pendant 10 jours, ce serait le chaos total dans notre pays. Donc, est-ce que ces régimes de crise sont bien déclenchables, j'allais dire, quel que soit le type de crise et pas uniquement celles qui ont été anticipées après-guerre. Et puis finalement, dans l'évolution législative, effectivement, on voit, j'ai bien noté que vous parliez à la fois de lois d'anticipation et de textes d'adaptation. Est-ce que finalement, selon vous, on va voir se poursuivre une certaine diversification des régimes de crise, un peu comme celui de l'état d'urgence sanitaire? Alors, on pourrait faire un état d'urgence cyber, un état d'urgence énergétique. Et effectivement, j'aimerais bien qu'à froid, on puisse se poser une bonne fois pour toutes, essayer d'établir le cadre juridique, on va dire, en situation de crise, mais est-on bien capable à froid d'imaginer ce que la nation est prête à consentir comme effort pour faire face à telle situation? Si par exemple on s'était réunis entre nous il y a 2 ans, aurait-on imaginé un confinement possible? Par exemple, on aurait pu le dire juridiquement c'est possible, mais tout le monde aurait dit mais socialement, c'est pas du tout acceptable. Donc, ça sert à rien de mettre une telle disposition dans le dur de la loi, puisque les Français ne l'accepteront jamais. Finalement, vu le niveau de la menace, les Français globalement l'ont bien accepté. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas finalement condamné toujours à garder finalement une part de réactivité pour bien adapter la réponse en fonction du niveau de menace et du niveau d'effort que la nation est prête à consentir pour y faire face? Merci. Alors, pour répondre à votre première question, est-ce que les régimes de crise sont déclenchables pour des crises non politiques? Réponse, non, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Donc, déclarer l'état de siège, de toute façon, déclarer l'état de siège ou l'état d'urgence, c'est ce qui permet de faire du contrôle de zone. Qu'est-ce que ça peut bien faire de contrôler des zones territoriales et d'assigner à résidence des gens pour une crise cyber? Qu'est-ce que ça peut bien faire d'interdire des réunions ou de faire des couvre-feux si on a une sécheresse de 2 mois de suite?
Enfin, vous voyez, c'est pas ça le sujet. Donc, la réponse, c'est, donc, ce qui vient vers votre deuxième question, c'est est-ce qu'il faut avoir une réponse adaptée pour chaque type de crise? Ma réponse est plutôt dans ce sens-là. C'est ça qu'il faut faire, absolument. C'est essayer d'identifier. Alors, on n'identifie jamais parfaitement, bien sûr. Bien sûr qu'on n'identifie pas parfaitement. Mais quand on se posait la question en 1849 ou en 1955 des crises à venir, ou quand au Conseil consultatif, au Comité consultatif constitutionnel en 1958, on imaginait les crises évoquées dans l'article 16, et on ne savait pas ce que serait le putsch des généraux, et on ne savait pas ce que seraient les mai 68. Donc, et en mai 68, on n'a pas utilisé l'article 16, ce qui aurait pu être envisagé. Donc, ce que je veux dire, c'est que évidemment, on peut essayer d'anticiper, on n'anticipera pas parfaitement. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas anticiper du tout? Réponse, non. Et j'en viens à un point de résilience, si je puis dire. C'est que je crois que si le législateur s'empare d'un sujet comme une cyberattaque, comme je sais pas, une crise migratoire non maîtrisée et immaîtrisable ou très difficilement maîtrisable, eh bien, je crois que c'est l'honneur du législateur aussi et du gouvernement d'expliquer aux Français, mais c'est parce que nous nous préparons à des hypothèses difficiles que nous faisons notre mission de gouvernant et que gouverner, c'est prévoir, et il y aura de très bons arguments à faire valoir en disant, écoutez, plutôt que d'avoir à réagir parce qu'on a eu cette crise sanitaire, eh bien, il aurait peut-être été plus utile, et on nous l'a reproché, de ne pas avoir anticipé. Donc, vous n'allez pas nous reprocher d'anticiper d'autres types de crises parce que ce serait anxiogène. Et c'est ça la résilience, c'est accepter l'idée qu'il peut y avoir des niveaux de crise extrêmement élevés et que plutôt que d'avoir à angoisser à l'idée qu'on y pense ou à l'idée qu'elles arrivent, eh bien, plutôt que d'angoisser dans les deux cas, y être prêt. C'est ça, être prêt, c'est ça, gouverner. Donc, je crois que même si effectivement, vous avez raison de dire que il pourrait y avoir des réactions très vives de la part de gens qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes en train de créer des mécanismes quasi dictatoriaux à vouloir réduire les libertés. » Il s'agit de dire « non, pas du tout, mais ces crises-là existent. » Et précisément, les anticiper, c'est faire un travail sain. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce sens-là que vont les recommandations du Conseil d'État, c'est de l'anticipation, parce que on a maintenant, je pense, la possibilité d'avoir un très bon retour d'expérience sur la crise sanitaire. Il faut que tout ça soit travaillé, soit remonté. On a aussi un très bon retour d'expérience sur des crises terroristes aiguës. Il y a tout à fait le moyen de travailler sur d'autres types de crises. Très bien, merci. Je crois que ma collègue, Madame Bureau-Bonnard, avait des soucis de connexion, c'est réglé. Donc, je vous laisse la parole. Eh non, toujours pas. Ça, ok. Ok. Je continue? Si tu veux relancer, vas-y. Oui, allez, je continue juste pour préciser peut-être le point précédent. Donc, effectivement, donc les lois particulières ne s'appliquent qu'en état de siège ou autre. L'article 16, lui, finalement, peut s'appliquer quel que soit le motif. C'est une question parce que, effectivement, si je prends l'exemple d'une crise cyber ou d'une crise énergétique, elle pourrait conduire les parlementaires à ne plus pouvoir se réunir. Si, par exemple, il y a une crise cyber, tous les transports sont bloqués en France, les TGV ne fonctionnent plus, etc. Donc, le Parlement ne peut plus valablement se réunir de la même manière que pour une crise énergétique. Donc, est-ce que vous nous confirmez bien que, effectivement, si certains régimes de crise n'ont été prévus que pour faire face à certains cas particuliers, l'article 16, lui, finalement, est un peu le dernier filet, un peu l'ultima ratio juridique, je ne sais pas si ça se dit, pour continuer à agir, même quand, y compris le Parlement, ne peut plus se réunir. En principe, non. Dans les faits, vraisemblablement, oui. C'est-à-dire que,
en principe, il y a quand même 4 hypothèses matérielles. Alors, elles sont décrites de manière assez large. Hein. C'est lorsque l'intégrité du territoire, les engagements internationaux du pays, mais il y a aussi le critère de l'indépendance du pays. Donc, l'indépendance du pays ou l'indépendance de la nation, c'est quelque chose qui est interprété, susceptible d'être interprété de manière très, très large. Et puis, il faut aussi critère cumulatif, un critère institutionnel qui est l'impossibilité du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Donc, par exemple, l'impossibilité matérielle pour le Parlement de se réunir ou un membre ou plusieurs membres du gouvernement pris en otage, etc. etc. Et c'est ce qui avait expliqué, par exemple, qu'en 1961, étant donné que le gouverneur d'Alger était membre du gouvernement, on avait pu avoir recours à l'article 16. Et on avait estimé que ce critère de fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels interrompus était rempli, même si ça pouvait en effet se discuter. Donc en principe, quand même, on vise des hypothèses qui sont des hypothèses politiques majeures, hein, dans l'article 16, mais en réalité, peut-être qu'effectivement, l'idée que l'indépendance de la nation puisse être mise en cause, interprétée de manière relativement large, pourrait... voilà. De toute façon, qu'on le veuille ou non, même s'il y a la consultation préalable du Conseil constitutionnel et que cette consultation préalable du Conseil constitutionnel est publiée au journal officiel, cela reste un pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle sur le fond de la décision du président de la République. Face à cela, il ne reste que l'opinion publique et il reste l'article 68, c'est-à-dire l'éventuelle destitution du président de la République en cas de manquement grave à sa fonction. Donc, la réponse est juridiquement, je réponds non à votre question et je dirais que politiquement, en effet, l'article 16 peut être un petit peu le couteau suisse ultime ou la hache ultime en cas de crise de nature absolument majeure. Oui. Mais encore une fois, est-ce que ce serait une solution pertinente, hein? Encore une fois, ça n'est pas parce qu'on ouvre la possibilité de légiférer, de prendre des mesures du domaine de l'article 34 sans l'assentiment des représentants de la nation. Est-ce que c'est ça la bonne solution pour résoudre une crise? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Il y a certainement, dans toutes les législations d'exception, une chose qui est une vertu, qui est la vertu d'électrochoc. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où on dit « Ok, donc là, on n'est plus dans les situations normales. On est dans l'exception. » Et vous vous souvenez certainement des discours absolument émouvants du président Hollande lors des attentats de Nice et des terrasses, du discours grave du président Macron du 16 mars 2020. On peut évoquer aussi le discours du 23 avril 1961, lorsque le président de Gaulle se remet dans son uniforme de général de brigade pour annoncer qu'il met en œuvre l'article 16. Donc il y a cette dimension psychologique de l'électrochoc qui est très, 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 très utile. Mais ça, on fait de la psychologie, on ne fait pas beaucoup de droit, hein, à ce moment-là. Après, est-ce que la nation est prête? Est-ce que les pouvoirs publics sont capables de gérer ça? Ça, c'est une question d'anticipation. Est-ce qu'on m'entend? Oui, alors on m'entend. Je crois que nous avons, cette fois-ci, oui, voilà, je la vois connectée. Le retour de notre collègue, Madame Bureau-Bonnard, je vous laisse la parole. Pardon, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, bonjour à vous. Monsieur aussi, bonjour. Je vous ai entendu peut-être par moment, pas complètement, mais pour la connexion, je ne pouvais pas. Là, ça y est, je suis installée, pas de souci. Par rapport à ce qui n'a pas été posé, simplement peut-être, en fonction des données qui pourraient être recueillies, notamment pour répondre à une crise ou après une crise qui a eu lieu, les données personnelles qui ont pu être recueillies
vis-à-vis, par exemple, de la population par une collectivité. Je pense à une certaine que nous avons pu rencontrer. Par rapport aussi aux données qui peuvent être recueillies. Et là, on rentre plus par rapport aux lois de sécurité notamment et par rapport au terrorisme, par rapport à des données recueillies sur des potentiels personnes qui pourraient avoir une action de terrorisme ou autre. Quels sont pour vous, parce que ça a été une grosse discussion, justement, comment on peut les garder, combien de temps? Je sais qu'actuellement, bientôt il y aura une discussion aussi sur le fait de pouvoir peut-être les garder plus que ce qui a été prévu pour des raisons évidentes parfois de la jeunesse de la personne et pourquoi ne faire attention un peu à ce qui peut se passer par la suite ou pour éviter de se retrouver justement peut-être face à des actes délictueux sur notre territoire. Et vous avez parlé de cyber, vous avez parlé de tous ces éléments. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais voilà, c'est deux éléments un peu différents, mais ça nous permet aussi. Alors, merci beaucoup, Madame la députée. Donc là, vous évoquez effectivement la question donc des fichiers et ce que l'on peut dire peut-être rapidement sur l'histoire des fichiers, c'est qu'il repose sur une philosophie qui est de dire quelqu'un qui a commis un acte délictueux est susceptible de le reproduire, peut-être plus susceptible que d'autres de le reproduire, et par conséquent, dans la recherche de la vérité, si on est face à un délit ou face à un crime, eh bien, le fait de disposer d'un fichier va vraisemblablement accélérer et faciliter le travail que vont réaliser les enquêteurs. Donc ça repose sur l'hypothèse qui est de l'ordre de la dangerosité de quelqu'un. Ce qui, du point de vue du respect des droits et des libertés, quand même est une philosophie assez embarrassante parce qu'on se met à considérer de plus en plus les gens, non pas seulement pour ce qu'ils font, mais aussi pour ce qu'ils sont, ou en tout cas ce qu'ils ont fait, mais comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une marque au fer rouge d'une personne qui avait fait ceci ou cela. Alors, des fichiers, si vous voulez, pour faciliter la recherche, eh bien, vous avez tout simplement ce qu'on appelle le casier judiciaire. Et le casier judiciaire qui a différentes catégories et en fonction du type d'infractions qui ont été commises, eh bien, la durée de l'inscription dans le casier judiciaire et la nature et la précision des choses qui sont inscrites dans le casier judiciaire varient. Donc, plus on a fait des choses pardonnables et plus l'oubli est rapide et plus les choses sont impardonnables et plus voilà. Il y a aussi d'autres fichiers qui sont des fichiers où on ne tient pas compte de ce que les gens ont fait, mais on ne s'intéresse qu'à ce qu'ils, en quelque sorte, ce qu'ils sont ou ce qu'ils représentent. Ce sont les fichiers qui sont utilisés par les services de renseignement pour des personnes dont on peut penser qu'elles ont donc ce sont si vous voulez, des fichiers de contre-espionnage, en quelque sorte, des personnes dont on pense que leurs activités... Voilà. Alors, s'agissant des terroristes, on est dans quelque chose qui est un peu plus que le délinquant et vraisemblablement un peu moins que l'ennemi ou que l'espion étranger. Donc, aujourd'hui, ce qui se pratique, alors je ne suis pas spécialiste de droit des fichiers, mais c'est que il me semble que la conservation des données pour ceux qui sont auteurs de crimes qui relèvent de l'article 421-1 du Code pénal, donc qui sont auteurs pas seulement de délits, mais de crimes terroristes, le niveau de conservation des informations est maximum et en réalité, aujourd'hui, la Direction générale de la sécurité intérieure, donc la DGSI, continue, si vous voulez, de suivre
avec des dispositifs particuliers autorisés par le Premier ministre, c'est la loi du 24 juillet 2015, autorise à suivre les personnes une fois qu'ils ont payé leur dette à la société, c'est-à-dire une fois qu'ils sont sortis de prison. Et là, dans les 3 années à venir, on va avoir une centaine par an de personnes qui vont sortir de prison. Eh bien, ils vont faire l'objet d'un suivi. Certains sont toujours aussi radicalisés. D'autres sont authentiquement déradicalisés. J'entendais hier dans un autre cénacle Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité intérieure, évoquer non, c'était le parquet, pardon, le parquet national antiterroriste qui évoquait le fait qu'un des procureurs n'avait pas requis parce que la personne était en effet déradicalisée. Et puis, il y a ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un qui a cessé toute acquaintance avec l'islam radical et qui en réalité continue. Donc, pour répondre à votre question, sur l'aspect terroriste, on va, et il est certainement souhaitable, que des informations soient conservées et qu'elles soient conservées pour un temps significatif. Je ne suis pas la DGSI, donc je ne peux pas me substituer à la DGSI pour me prononcer sur cette durée, mais voilà, c'est un sujet qui se pose. En revanche, la question qui se pose, parce que ça n'a rien à voir, concerne toutes les données qui peuvent être enregistrées dans le cadre, par exemple, de la situation sanitaire, où là, évidemment, il n'y a aucun acte commis par chacun des citoyens. Il y a simplement des mesures de civilité ou de protection prophylactique. Et donc là, il est absolument impératif, mais je pense que c'est sérieusement travaillé par la CNIL, que la conservation des éléments soit limitée au strict nécessaire, évidemment. Oui, monsieur le professeur, j'aurais une question pour revenir sur la question, vraiment sur la problématique de la résilience. Alors, comme vous le savez, la résilience est un objectif qui est déclaré de l'Union européenne et se pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur sa traduction dans le droit communautaire? Et ensuite, pouvez-vous nous indiquer si le cadre constitutionnel et législatif français se prêterait à une transposition de directives et règlements adoptés dans un objectif de résilience? C'est une question qui est très difficile parce que déjà, pour nous juristes, la notion en droit de résilience, que ce soit en droit français ou en droit de l'Union, ça n'a pas beaucoup de sens. Étant donné que la résilience est une aptitude, je dirais, de nature citoyenne, civique, psychologique, à accepter l'aléa, à accepter le risque et à y faire face avec un état sinon de sérénité, en tout cas de non-stress qui soit suffisant. En général, quand on adopte des dispositions, c'est dans l'idée qu'elles sont de nature à protéger les citoyens, à garantir une certaine sécurité juridique. Donc il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire, en quelque sorte, à adopter des mesures qui prépareraient les citoyens à devoir accepter l'aléa, en quelque sorte. Voilà. Donc, il me semble que faire le lien entre la notion de résilience et les dispositions législatives, il y a quelque chose qui me semble de l'ordre de l'oxymore, en tout cas de quelque chose de paradoxal. Alors, j'ai bien noté en effet que la résilience était un objectif du point de vue de l'Union européenne,
Simplement, je ne vois pas très bien comment on pourrait, et il me semble que là, on est vraiment dans des formules un petit peu creuses, si vous me permettez cette observation. Mais il me semble que dire qu'on va adopter des lois sur la résilience n'a pas beaucoup de sens. La résilience appartient à la société. Je crois que c'est ce que j'essayais de dire à monsieur le rapporteur tout à l'heure, c'est que au fond, parce qu'on aura une aptitude à dire la vérité sur des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses délirantes, des hypothèses qui peuvent être renseignées, qui peuvent être identifiées sur ces hypothèses, et la manière de s'y préparer, et la manière, effectivement, en cas de crise très importante, d'ajuster le niveau de protection des libertés possible avec le niveau de protection possible, c'est ça qui est de nature à faire progresser cette aptitude sociale, citoyenne, je dirais encore de psychologie collective, à la résilience. Merci, professeur. Monsieur le rapporteur ? Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, une dernière série de questions pour moi, et puis peut-être que vous pourrez piocher dedans ce qui vous semble pertinent. J'aurais forcément une question à vous poser concernant les moyens, puisqu'on a parlé des moyens juridiques, mais là, davantage sur les capacités finalement dont dispose la nation pour faire face à un temps de crise. Et puis, on aurait pu évoquer les réquisitions ou les questions de mobilisation générale, finalement, de quelles obligations pour chaque citoyen en temps de crise. Alors, peut-être vous pourrez dire un mot très rapide dessus. Et puis, sinon, je voulais surtout aborder le pouvoir, finalement, en temps de crise. J'avoue être très ignare à propos des conditions qui peuvent aboutir à une vacance du pouvoir, c'est-à-dire en cas d'incapacité. Et justement, comment fait la nation pour continuer à avoir un chef qui continue à décider, à incarner? Est-ce que vous pourriez nous dire, notamment en cas de vacance du pouvoir du président de la République, que on peut imaginer plein de situations, qu'il soit otage, qu'il soit incapable, comment finalement la permanence du pouvoir pourrait s'exprimer? Quelles sont les modalités de transmission, je crois, au président du Sénat qui décide cela? Inversement, si on a un chef, au contraire, qui a trop de pouvoir et qui abuse de son autorité, quels sont les contre-pouvoirs? Vous avez parlé un peu de l'article 68 et de la destitution. Peut-être dire un mot sur la manière dont les prérogatives importantes qui sont données par la Constitution, et elles sont nécessaires en cas de crise, mais sont quand même limitées par certains contre-pouvoirs. Et peut-être sur cette partie contre-pouvoir, nous dire si vous estimez qu'aujourd'hui, certains engagements internationaux et européens de la France peuvent constituer des contre-pouvoirs à ces différents régimes de crise, ou si tout cela est totalement indépendant. Voilà, je me suis permis une question très large, mais n'hésitez pas à piocher pour vous concentrer sur ce qui vous semble pertinent. Bon, je vais commencer par la dernière parce que c'est du droit constitutionnel général, et donc ce sont des questions qui sont plus faciles à résoudre. S'agissant de la vacance, on a deux types de vacances, qui sont les vacances temporaires ou les vacances définitives du président de la République. Et dans ce cas-là, c'est prévu tout à fait par la Constitution. Effectivement, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, donc il n'y a pas besoin de décision, il n'y a pas besoin de décret. C'est de plein droit que voilà. Donc, simplement. Ce que je voulais dire, pardon, professeur, c'est que c'est pas forcément binaire. Alors, sauf en cas de décès formel, mais on peut avoir des cas où le président n'est plus contactable ou otage, etc. À un moment donné, il peut peut-être avoir une petite situation de frottement où il y a un flottement, même, j'allais dire. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est un point qui est effectivement assez délicat, parce que le constat de la vacance du pouvoir est fait par le gouvernement. Et si, effectivement, le gouvernement, on peut imaginer qu'avec une concordance des majorités, il est plutôt
assez voilà. Et donc la question s'est posée par exemple pour la question de l'état de santé du président Mitterrand, en particulier donc à partir de son deuxième mandat et à partir de 1990 où il était très malade, où il y a eu des périodes, notamment au moment de la deuxième cohabitation, où il ne pouvait travailler que quelques heures par jour à cause de sa maladie, et personne n'aurait imaginé expliquer et dire à l'ensemble du pays, le président est en situation de vacances, il est incapable. Et donc, s'il n'y a pas, en quelque sorte, la volonté de la part du malade de dire « moi, je peux plus, j'y arrive plus », eh bien, il n'y a aucun autre moyen. Et effectivement, on pourrait se trouver en situation d'avoir un président très affaibli, et si lui-même n'était pas en situation de dire écoutez, on va être dans une situation d'intérim, ce serait très difficile. On pourrait imaginer aussi une situation de coma. Une situation de coma, ce serait très difficile, il y aurait certainement une pression du pays qui serait forte, notamment médiatique ou politique, qui serait forte pour que le Premier ministre identifie cette vacance. Alors, Carcassonne avait imaginé qu'il y ait un mécanisme de commission de médecins indépendants, mais vraiment indépendants, qui pourrait examiner l'état de santé du président de la République dans ces circonstances-là. Est-ce que ce serait un progrès? Est-ce que ce serait efficace? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, la vacance du pouvoir est quelque chose qui est à envisager, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ce serait de nature à conduire à une très grande fragilisation des institutions, précisément parce que le gouvernement continue à fonctionner et parce qu'on a un État profond qui est un État qui fonctionne en quelque sorte tout seul. Je veux dire par là que dans les périodes de campagne électorale, l'activité de l'État fonctionne et elle fonctionne tout à fait bien, alors que chacune des personnalités politiques au sommet de l'État ont une grande partie de leur temps qui est occupée par soit la conquête du pouvoir, soit le maintien au pouvoir. S'agissant de l'excès de pouvoir, alors effectivement, la Constitution a été révisée en 2007 pour tenir compte du fait que la seule hypothèse dans laquelle le président pouvait être destitué, qui était l'hypothèse de la haute trahison, étant donné que la haute trahison, personne ne savait ce que c'était, eh bien, on a révisé donc la Constitution et maintenant il est question effectivement de manquements graves qui sont de nature à empêcher le président de la République d'assumer sa mission. Donc il n'y a plus de superposition il n'y a pas de superposition entre une infraction pénale et le manquement grave du président de la République. Par exemple, imaginons qu'un président de la République soit photographié dans une situation très, très gênante dans une boîte de nuit. Il n'y a absolument rien d'illégal à cela. Mais on peut imaginer que s'il est là risé de toute la communauté internationale et que la France entière se gausse, voilà, qu'on soit une situation qui est assez proche de celle du manquement, c'est-à-dire quand la crédibilité donc l'accusation de ce manquement grave est faite par l'Assemblée et puis elle est jugée par les deux assemblées réunies en l'équivalent du Congrès, c'est-à-dire une haute cour, et il faut une majorité des 2/3 donc, pour destituer le président de la République. Donc c'est assez, disons que les conditions sont assez difficiles à réunir. En réalité, c'est un petit peu comme l'impeachment américain, c'est une arme de dissuasion,
mais vraisemblablement, ce qui se passe, c'est que quand on se lance dans une procédure d'accusation, ça a été le cas pour Nixon par exemple, eh bien, on est acculé à la démission, il n'y a plus de solution, si vous voulez. Donc, l'hypothèse d'une destitution qui aille jusqu'au bout est une hypothèse relativement peu vraisemblable. Dans notre histoire, il y a eu un seul cas, qui est bien narré d'ailleurs par Victor Hugo, qui est la destitution de Louis-Napoléon Bonaparte dans la matinée du 2 décembre 1851, alors même qu'il est en train de faire le coup d'État. Il est destitué, mais finalement, comme le coup d'État réussit, eh bien, il se maintient au pouvoir. Alors, pour ce qui concerne la question des réquisitions et de la mobilisation générale, alors ça, c'est également assez bien réglé par une loi qui a été adoptée en 1939, qui est la loi sur l'organisation de la France en temps de guerre, donc avec des mécanismes, tous les mécanismes de réquisition militaire sont prévus, les mécanismes de mobilisation générale sont prévus. Vous savez que la loi de 1996 qui met fin au service militaire obligatoire, en réalité, n'a fait que le suspendre. Le service militaire n'a pas besoin, pour être rétabli, l'adoption d'une loi, mais un simple décret. Donc, c'est une simple suspension. Donc là, tout cela est prévu. Alors, ça n'est pas prévu, en effet, pour des hypothèses non militaires, non politiques. Donc, pour des hypothèses de type climatique, pour des hypothèses de type cyber, etc. C'est là, justement, qu'on revient à, me semble-t-il, cette préoccupation qui me semblerait salutaire, en tout cas intéressante, de travailler en anticipation sur le plan législatif et aussi sur le plan organisationnel. Il y aurait certainement dans ce genre de dispositif une partie, je dirais, qui relève de l'article 34 de la Constitution, avec en particulier l'impact sur les libertés publiques, et puis toute une partie réglementaire que chacun des ministères régaliens ou pas tout à fait régaliens serait en mesure de travailler comme vous voyez, tous les scénarios dans les préfectures sont travaillés en permanence, et de même que dans les différents états-majors de nos armées, eh bien les scénarios sont travaillés et retravaillés et re-retravaillés, et on passe son temps à réinventer des scénarios pour toujours être en situation de faire face. Voilà. Et la dernière question qui était sur effectivement les moyens de l'État, je crois que la mission d'information peut vraiment s'inspirer du troisième chapitre qui a été rédigé donc par le Conseil d'État avec des gens autrement plus compétents que je ne le suis, qui sont des gens qui connaissent l'État profond, qui connaissent l'administration active, à la fois du côté judiciaire, du côté militaire et du côté préfectoral. Et donc, sur les mécanismes à mettre en place et sur les mécanismes d'anticipation et l'organisation des moyens de l'État en situation de crise, il y a vraiment des recommandations qui sont faites et des recommandations plus opérationnelles au cas par cas. Donc, je vous renvoie à ce travail qui est un travail réalisé sur une année entière par toute une équipe et auquel je ne saurais ajouter quoi que ce soit de pertinent. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, Madame Bureau-Bonnard, si vous avez d'autres questions. Alors moi, toute ma curiosité a été assouvie, j'allais dire, et je remercie vraiment le professeur Sambonnet pour ses réponses très précises et concises qui ont permis d'aborder une large palette de sujets dans un temps contraint. Donc, merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, monsieur le rapporteur, avec joie. Très bien. Écoutez, il nous reste à vous remercier une nouvelle fois et vous livrer tout le plaisir qu'on a eu à vous écouter. Et vos informations nous seront utiles pour la rédaction du rapport. Donc, merci à nouveau
Et puis voilà, on reste à votre disposition si vous souhaitez nous transmettre des éléments, évidemment. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de législature, en tout cas. Oui, merci. Merci beaucoup. Courage. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président.